présence ici ce soir est un signe concret de votre engagement pour l'audit interne, la reddition des comptes, la bonne gouvernance d'une part, et contre la corruption, le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme d'autre part. Au nom du conseil d'administration de l'IA et en mon nom personnel, permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue et une bonne participation. À un moment où la corruption, la bonne gouvernance sont d'actualité brûlante dans notre pays en quête d'une stabilité économique, politique et sociale, la 7e édition de la semaine de l'audit s'articule autour du thème la corruption, le blanchiment des avoirs, le financement du terrorisme, en quoi les auditeurs et contrôleurs internes sont-ils concernés? En prélude à la semaine de l'audit a eu lieu une séance de coaching du 9 au 11 novembre pour les professionnels voulant préparer le premier examen menant au CIA, qui est le Certified Internal Auditor, qui est la désignation unique et mondiale reconnue pour les auditeurs internes. Cette séance a été animée par M. Daniel Lebel de l'IA Montréal, également vice-président sortant de l'Union francophone des auditeurs internes. Il est directeur d'audit interne à l'UQAM. Au menu de la semaine s'ajoutent 2 séminaires. Le premier, les 13 et 14 novembre, s'articule autour du thème « Comment produire des rapports d'audit à valeur ajoutée, l'art de transformer les recommandations en action ». Cette semaine sera aussi l'occasion pour des intervenants locaux et internationaux triés sur le volet de réfléchir sur la contribution de la fonction d'audit interne dans la lutte contre la corruption, de participer à l'instauration des pratiques de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes. Mesdames, Messieurs, la corruption, le blanchiment des avoirs, le financement du terrorisme constituent des fléaux mondiaux qu'aucun pays sur la planète n'échappe pas à ces effets dévastateurs. Vous conviendrez avec moi, dans un pays comme la nôtre, où les ressources sont très limitées, les institutions supérieures de contrôle sont très faibles, l'impunité règne, il est plus qu'évident que la tendance à la corruption soit très élevée. Nous voulons de pays qui fonctionnent. Et nous voulons de pays dans lequel la contrebande, par exemple, qui a été citée par Romuald Jean-Baptiste, soit moins présente. Vous savez, j'ai vu les chiffres de la douane haïtienne publiés en septembre et j'ai honte pour eux. J'ai honte pour eux parce que sur la frontière, dans les 4 postes frontaliers, ils n'ont pu percevoir que l'équivalent de 600 millions de gourdes. 600 millions de gourdes représentent à peu près 3,5% de la totalité des collectes de la douane pour l'année 2017-2018. 3,5%. 3,5% lorsque nous importons de la République dominicaine à peu près 25% de la totalité de nos importations. La moyenne collectée à Port-au-Prince représente à peu près 27% des chiffres déclarés par les importateurs et il y a de la sous-facturation. Donc, écoutez, la corruption est alimentée d'abord par la contrebande. Elle est alimentée par le fait que ceux qui pratiquent la contrebande ne déclarent pas les revenus générés non plus par les produits qu'ils vendent à partir de ces produits importés. Pas d'impôt sur le revenu, pas de TCA. Donc comment voulez-vous que cette corruption qui ronge ce pays s'arrête si nous permettons qu'une partie aussi importante de notre économie se fasse au noir? Ça doit arrêter. Il faut effectivement qu'il y ait rupture avec ces pratiques. Et cette rupture ne peut se faire que s'il y a une volonté politique et si les entreprises et les femmes et hommes d'affaires qui pratiquent cette contrebande soient poursuivis. Il faut non seulement qu'ils soient punis selon la loi, mais il faut criminaliser la fraude.
il est temps que la fraude fiscale ne soit plus seulement une question de paiement d'amende. Il faut que les gens qui pratiquent la fraude aillent en prison. Et ceci va faire que la sauce coûte plus cher que le poisson. C'est un cri du cœur, mais en même temps très réfléchi. En 1988-89, il y avait eu un essai de formalisation. Le ministre des Finances d'alors avait proposé ce qu'il avait appelé la rectification fiscale. On avait proposé aux entreprises qui avaient fraudé de rectifier en faisant une déclaration sincère et sur la base des revenus déclarés et des profits déclarés, ils auraient à payer 20% de ces profits et ceci serait libératoire. Moi, je suis contre toute forme d'amnistie. Une amnistie serait pénalisante pour ceux qui ont payé. Cependant, il faut réfléchir à une formule qui permette de formaliser ce pays. Cette formule peut être un pacte fiscal qui permettra aux entreprises qui veulent rentrer dans le droit chemin de le faire. Cependant, ceux qui ne le feront pas après un délai devraient être fortement pénalisés. Ça ne peut plus continuer. La concurrence déloyale qui se pratique à partir de cette fraude généralisée et le fait que ces entreprises formelles qui existent, elles ne sont pas nombreuses, mais elles existent quand même. Ces entreprises qui doivent faire appel à des capitaux, plus souvent capitaux étrangers, parce que dans ce pays, nous n'avons que 4 milliards de dollars à peu près en dépôt dans les banques. Même si nous prenions 30% de cet argent pour investir, ça créerait combien d'emplois? 120, 150 000? Il faut attirer des investissements étrangers. Mais pour ça, il faut que les gens aient confiance. Et la seule façon pour eux d'avoir confiance, c'est que les entreprises dans lesquelles ils souhaiteraient investir aient des états financiers fiables, audités, et que ces états financiers reflètent la réalité de ces entreprises. C'est toujours un plaisir de participer à la réunion annuelle de l'Institut des auditeurs internes d'Haïti, un forum technique périodique de réflexion visant le renforcement et la promotion de la fonction d'audit interne au sein de nos institutions respectives. L'IAI Haïti, depuis sa fondation en 2003, a acquis des galons certains qui honorent ses membres et toute la communauté de spécialistes financiers du pays. Et comme vous le comprenez bien, la BRH, de par son rôle central dans le système financier, reste une fière partenaire de l'IAI et de la semaine de l'audit, chaque année depuis le début. Une fois de plus, le thème de-risking est sous-entendu et en quelque sorte a été retenu par le conseil d'administration de l'IAI. Ce thème se révèle des plus opportuns et des plus pertinents. Son importance est difficile à exagérer pour la BRH comme pour toutes les banques centrales du monde, particulièrement celle de la CARICOM. Aujourd'hui, comme les orateurs précédents l'ont illustré, l'opinion publique est convaincue que la corruption et son corollaire, le blanchiment d'argent, le blanchiment des avoirs, ont un impact négatif sur l'économie et le tissu social d'un pays, et particulièrement sur le nôtre. Une analyse effectuée par PricewaterhouseCoopers en 2016 montre que sur l'index de perception de la corruption de Transparency International, qui va de 0 à 100%, de 0 à 100, une augmentation d'un point de l'indice correspond à une baisse de $380 du PIB per capita. Dans une étude réalisée aussi en 2016, le FMI, quant à lui, a estimé qu'en matière de pots de vin uniquement,
le coût de la corruption mondiale s'établit autour de 2% du PIB mondial, soit de 1 500 à 2 000 milliards de dollars. Comme vous pouvez le constater, c'est énorme. Ces deux indicateurs à eux seuls montrent l'ampleur du problème auquel nous faisons face. Donc, non seulement la corruption et le blanchiment des avoirs accentuent les inégalités et augmentent les risques de tension sociale, mais ils renforcent le caractère informel de l'économie d'un pays et ainsi constituent un frein à l'inclusion sociale et financière. En ce sens, la lutte contre la corruption et le blanchiment des avoirs se retrouve au centre des efforts de stabilisation, de modernisation et d'expansion du système financier du pays. Aussi, aucun effort n'est ménagé par la BRH afin qu'Haïti adopte et applique au mieux toutes les dispositions de prévention, de détection et d'investigation en matière de blanchiment d'argent dans son domaine de compétences. Parmi ces initiatives, on peut souligner le fait que depuis 2008, à travers plusieurs circulaires relatives à la surveillance réglementaire, par exemple la circulaire 95.1, la BRH fait obligation à toutes les institutions financières sous sa supervision d'obtenir de sa clientèle une déclaration de provenance de fonds à partir d'un seuil de 400 000 gourdes, qui a été augmenté il y a peut-être 2 ans de ça à 600 000 gourdes. Le cadre réglementaire exige aussi de ces institutions financières la mise en place d'un département de conformité chargé de la gestion du respect des dispositions réglementaires en général et les dispositions sur le blanchiment en particulier, incluant la responsabilité de faire des déclarations de soupçons à l'UCREF toutes les fois où elle le juge nécessaire. La BRH, quant à elle, s'assure à travers l'inspection régulière des institutions financières que toutes ces dispositions sont respectées. Également, comme membre actif du Comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs, CNLBA, l'organe de gouvernance de l'UCREF, la BRH joue un rôle direct dans la gestion stratégique de la politique nationale en matière de blanchiment. Parallèlement, la BRH est à l'avant-garde des efforts visant à garantir le respect d'Haïti à ses engagements auprès du groupe d'action financière de la Caraïbe, GAFIC, particulièrement en matière d'adoption des textes législatifs. On se rappelle la conférence du 26 août 2016 où la BRH, conjointement avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, a réuni tous les acteurs nationaux en vue d'adopter des mécanismes légaux de prévention, de détection et de répression du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. On peut aussi citer la réalisation des séances de sensibilisation auprès des journalistes sur la question du blanchiment. La liste des initiatives est longue et je m'arrêterai aux plus récentes et aux plus significatives. En ce qui concerne la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, la BRH agit à la fois à l'interne et au niveau des institutions réglementées. À l'interne, depuis 1995, la Banque centrale a mis en place une fonction d'audit interne indépendante qui a entre autres missions la prévention, la détection et l'investigation de fraude. Cette fonction a été renforcée en 2007 en la rapportant au comité d'audit composé quant à elle d'une majorité de membres externes à la Banque centrale. D'ailleurs, nous avons
des membres de notre du comité d'audit interne de la Banque centrale ici, qui ne sont pas des employés de la BRH, ni, bien sûr, et qui ne sont pas aussi des membres du conseil d'administration. Et actuellement, en fait, et dans la conception même, le président du conseil d'administration du comité d'audit à la Banque centrale, ce n'est pas le gouverneur, bien sûr, parce que le gouverneur est un exécutif direct. Ce n'est pas non plus le directeur général. C'est tout simplement un membre qui n'a aucune relation avec les transactions financières directes au niveau de la Banque centrale. Donc, je disais justement que nous avons un comité d'audit depuis 2007. Et en plus, en ce qui concerne la passation de marché, cette passation de marché qui fait couler beaucoup d'encre, la BRH a établi en son sein une commission spécialisée des marchés publics, qu'on appelle CSMP, chargée d'organiser l'octroi de tous les marchés supérieurs au seuil fixé par la loi et qui doivent faire l'objet d'autorisation en amont et en aval par la Commission nationale des marchés publics, CNMP. Extrêmement important pour que la population sensibilise sur le problème de diabète là. Premièrement, par prévention, parce que particulièrement diabète qui est grand monde, donc maladie de sucre, capable prévenir dans au moins 80% des cas. Donc ça veut dire que des gens qui connaissent que dans la race, des gens qui font sucre, ou bien que des familles qui que femme enceinte accouche un gros bébé, que te fait un diabète gestationnel, donc sucre pendant le temps enceinte. L'autre monde qui est hypertendu tout. Donc tout le monde ça est prédisposé à développer diabète et l'important là il fait prévention que vous pas venir développer le plus devant. Il y a aussi et diagnostic là est extrêmement important autour de journée mondiale diabète là. Là nous demandons moun yo pour yo faire dépistage, pour faire checker sucre et ça c'est slogan que Fadima toujours prend, chercher connaître ou faire sucre. Parti et ça c'est que moun qui pas connaît que fait sucre là fait diagnostic là et ben le ça il empêcher que complications développer la caillou puis bonheur et puis en dernier lieu particulièrement pour patients diabétiques yo là yo même yo connaît yo gon journée et ben message yo capable passer jour ça et c'est ça qui fait que année ça à travers le monde entier gain thème côté que yo parler de le diabète et la famille parce que famille est extrêmement important dans gestion diabète quel que soit moun nan et c'est ça qui fait nous demander un moment à petite li participer à conférence de presse là pour capable faire et partager expérience par eux. Donc 14 novembre c'est été année côté que moun qui te découvert insuline en 1922 et était fête. Et jour ça est extrêmement important parce que en 1922 tout le monde qui pouvait sauver grâce à traitement diabète là moun sa yo té mouri. Donc là nous fait un pile pas en 2018 côté que c'est à peine nous pouvons même gagner 100 ans depuis que l'insuline en fait et découvrir. Donc là c'est vraiment une très grande avancée pour la science. Donc Fadima lui-même toujours autour de Journée mondiale diabète, il a organisé différentes activités. Et le 27 octobre, nous avons commencé Casal avec Fondation Lorquet, côté nous avons fait dépistage pour sucre dans la zone ça avec hypertension. Journée 14 novembre, pour avoir une manifestation un peu partout à travers Haïti. Et là, Fadima est content pour qu'elle soit capable de participer avec différentes organisations pour avoir un pestel, dépistage. Donc, mon pestel Ville la Petit, il y a un côté pour y aller. Deuxièmement, il y a un manche qui a démarré 4 chemins et demain matin, donc le 14 novembre à 9h du matin. Et c'est groupe Infirmerie Saint-Étienne qui pourra mener. Donc Fadima a accompagné une activité ça et il pourra finir dans l'infirmerie pour faire dépistage pour les gens qui t'a voulu. Donc ça c'est pour les cas. Pour Port-au-Prince, Fadima dans le local dans 208 la Lue. Nous pourrons avoir une journée porte ouverte de 9h du matin à 3h de l'après-midi. Côté que, en plus de tests que nous avons fait gratis, nous pourrons avoir une possibilité et offrir mounio pour gratis aussi grâce à l'aide de CNPC, donc qui est le comité national pour la prévention de la cécité. Côté nous pourrons faire des yeux pour diabétiques
et pour assurer que le sucre n'a pas moyen dans les yeux. Et aussi, clinique des pieds Fadimac pour l'offrir pour un frais très minime, dépistage, complications au niveau des pieds, parce que chaque année, aux diabétiques supposé faire évaluation ça. Donc, et demain 14 novembre à la Fadimac, mais ce n'est pas seulement Fadimac que pour gagner en pile et bagaille qu'a fait pour dépistage, nous avons tout des centres qui, à travers Port-au-Prince, tels que centre Saint-Martin, Delma 2, qui pourra faire test au Fatmatou, et yo même yo pas qu'on jour exact, mais c'est même groupe là avec la Scrub qui pourra faire dépistage gratis pour moun qui t'a voulu présenter l'autre boyo et Fadima qui va accompagner yo. Le 15 novembre, nous pourrons gagner cange des activités et là c'est un bagage qui au dernier moment que vous contactez nous et côté pour gagner dépistage et puis information. Le 16 novembre, Pétionville dans l'hôpital Eliazar Germain pour gagner dépistage test sucre. Et comme semaine prochaine, le 17 novembre, c'est pour en Sagalais et la Gonave. Et aussi, nous pourrons gagner semaine après et 2-3 dépistages que nous pourrons au fur et à mesure informer. Donc ça, c'est pour montrer que si nous tendez bon la caille nous, à faire test sucre, à le faire parce que nous ne doit pas sentir rien et puis au fait sucre nous et le ça pourra le permettre. Diabète c'est une maladie qui a évolué rapidement. Actuellement, à travers le monde, sur 11 personnes, il y a une qui fait diabète. Actuellement, à travers le monde, 430 millions de diabétiques. D'ici 2025, il y a peut-être 520 millions de diabétiques, et surtout dans les pays en voie de développement. Par exemple, dans les pays comme Haïti, en Afrique, pourcentage diabète plus élevé que dans les pays développés. Par exemple, dans les pays comme Helsinki, en Europe du Nord, ils ont tellement fait prévention pour le diabète là, pourcentage là beaucoup moins élevé. Et aux États-Unis, il y a une population d'Indiens qu'on appelle les Pumas indiens. Pourcentage diabète tellement élevé la caillou avec prévention, c'est-à-dire diète, exercice, il y a moins de monde qui fait sucre. C'est pourquoi il y a deux types de diabète. Il y a diabète rencontré grand monde à partir de 40 ans, représenté 90%. Au type de diabète ça, on rencontre maintenant chez les jeunes. Parce que depuis près de 40 ans, avec question de télévision, moun chita devant télévision à manger, ou bien les chips, bagay gen graisse, yo vin grossi. Donc, on rencontre actuellement type de diabète là, qui était adulte seulement autrefois, ou rencontrer chez les jeunes maintenant, dès 13-15 ans. Parce que yo vin trop gros, ne pas faire exercice. Et c'est pourquoi on dit que diabète type 2, qui très rencontre surtout chez les obèses, et bien si on a maigri avec exercice, avec diète, dans 80% des cas, on peut prévenir ce type de diabète. Maintenant, pourquoi? Parce que diabète, là, tout le monde a dit, ah, on fait sucre, mais c'est pour connaître que il faut bien contrôler la maladie. Si vous bien contrôler le diabète, vous pouvez vivre 50 ans, 60 ans, presque sans complications. Mais c'est discipline, c'est qu'un maladie sous contrôle, ce qu'on appelle une bonne prise en charge. Et ce n'est pas seulement malade, non? C'est toute famille qui a mis ensemble parce que il y a alimentation, il y a style de vie, exercice, hygiène de vie qui permettent que au monde qui fait sucre capable de maladie depuis plus de 40-50 ans sans repas. Pour commencer, c'est que nous avons une série de signes qui étaient anormales. Dans ces signes, nous avons la pipi en pile le soir,
li toujours grand goût même s'il fait fin manger et puis il t'a maigri. Kounya m'te dit faut faire ouais pédiatre li, l'aime faire ouais pédiatre là qui c'est docteur Clériné et puis il était ban nous faire un pile examen mais examen yo pas découvrir que il te gagné kounya il était pour mal faire yo test glycémie. Là nous fait test glycémie nous te découvrir il était à 550. Et puis il était référé nous docteur Nancy Larco comme diabétologue. Là nous arrivé solution c'était insuline parce que il était très il était gros hyperglycémie qui était dépassé. Depuis lors nous te suivre docteur, nous toujours fait examen routine et puis il était référé nous à Fadimac qui était un soutien pour nous parce que examen yo cher, médicaments yo tout l'autre côté mais Fatima aide nous économiquement, socialement. Rôle parent quand yon moun qui diabétique c'est que li ka mettre dans place moun nan. Pour propreté, pour soutenir moun nan le la prend médicament yo parce que li gon piqûre pour le prendre ça pral dépendre 2 à 3 fois par jour. Et puis li gen pour contrôler sucre li. Comment parents aider li gen yon jan li manger li gen comment pour prendre soin parce que moun qui diabétique là li très fragile pour ne pas dire vulnérable parce que pied doit toujours propre corps tout en général doit toujours propre qui rôle nous là pour nous montrer comment pour manger comment pour piquer tête li pour contrôler sucre là comment pour prendre insuline parce que li gen une dose pour prendre gen un contrôle. Et puis nous là tout comme conseiller parce que moun nan gen de signes li gen doit présenter le li en hypoglycémie le côté que li ka sur les nerfs li ka présenter une série de bagages qui anormal parents li là pour que li comprendre moun nan et que li aide vivre tout parce que depuis moun nan li ka manger le ka prend médicament conseil de bagages depuis pas jeune yo ça ka aider mal gérer tête li aider pour mal gérer tête tout. Moi, les mots qui sont là. Moi, j'ai 12 ans. Quelle classe m'a fait? Je fais 6e année A. Depuis combien de temps fait ça? J'ai 3 ans depuis que je fais ça. Ok. Alors, plus de 40% de monde souffrent d'hypertension et femmes et hommes pour une population entre 30 et 35 et 64 ans. Donc nous imaginez nous avec seulement exemple ça nous la gravité des maladies non transmissibles dans le pays particulièrement. Et c'est en général dans tous les autres pays tout que bagaille est grave, mais en Haïti particulièrement les graves. En mode d'alimentation, manque d'information sur les maladies non transmissibles. Donc c'est ça que le ministère là a fait depuis quelques temps pour capable sensibiliser la population sur la gravité des maladies non transmissibles. Demain, c'est journée mondiale du diabète, journée nationale du diabète qui a fêté dans tout le pays. Hein? Et nous avons un message pour tout le monde à le dépister. Pour tout le monde pour le connaître, sous faire sucre, parce que toute maladie, ça, yo tué silencieusement. Ou qu'à au début, ou pas ouais, aucun symptôme. Et puis c'est au fur et à mesure que ou après symptômes viennent sur vous. Donc n'a pas de tout le monde dépister. Dépister c'est seulement piquer, prendre son et puis il y a un test rapide pour vous. C'est seulement pour le diabète par exemple, il y a fait dépistage un peu partout avec la Fadimac, en collaboration avec la Fadimac. L'on dépister c'est seulement arrêter à jeun. C'est seule condition avant de dépister, pas manger avant de dépister. Ils prennent sang et puis ils font un test rapide pour être capable de souffrir de sucre ou pas. Nous avons un pile partenaire, mais particulièrement la Fadimac. Je ne sais pas si nous connaissons Fadimac sous la rue. La Fadimac a été un partenaire du ministère de la Santé publique pendant longtemps.
Et pratiquement, la FADIMAC a été pendant un bon bout de temps l'une des seules fondations à faire le plaidoyer pour les maladies non transmissibles. Et on a profité de Microsa pour nous féliciter FADIMAC. Et FADIMAC a accompagné nous tous dans la lutte que nous avons faite pour maladies non transmissibles. Qu'il y ait une meilleure appropriation des différentes communautés. Ça veut dire qu'on connaît que c'est au niveau des communautés que le travail doit être fait. Pour tout le monde capable d'impliquer, que ce soit les associations de base, la société civile, tout le monde peut être capable d'impliquer dans faire la sensibilisation pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Par exemple, il y a une société haïtienne de l'hypertension, il y a une association médicale haïtienne qui là, il y a plusieurs associations qui là. Il y a différentes façons, par la sensibilisation, par chita, par exemple, on connaît les groupes d'appui. Ou bien doit former dans la communauté, par exemple, un groupe d'appui non seulement aux personnes qui sont déjà malades, pour aider à avancer dans la prise en charge de leur pathologie, ou bien on doit acheter un groupe d'appui à la sensibilisation de comportement. C'est différentes façons que la communauté est capable d'impliquer dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Nous travaillons sur le plan stratégique pour les maladies non transmissibles qui est bientôt disponible. C'est une formation sur le renforcement des capacités institutionnelles au niveau des DDE et que nous voulons que DDE soient dotés d'une bonne base de données pour être capables de suivre demandant, comment demander, comment offre éducation dans la zone. C'est dans ce sens que mission Institut international de planification de l'éducation avec l'Union européenne et que dans le cadre de coopération avec le ministère de l'Éducation, ils sont venus pour présenter des modules à l'intention non seulement des cadres du ministère de l'Éducation au niveau bureau central, mais aussi au niveau des directions départementales d'éducation. Et que c'est un projet qui démarre hier, et le projet ça a duré 3 ans. Et que pour le moment, c'est l'année de base 2018-2019, et que son projet a fini vers 2021-2022. 2 longues journées de travail, journées longues mais intéressantes sur diagnostic des capacités des DDE. Nous échanger, nous parler de pilotage, nous parler d'évaluation, nous parler du rôle des DDE, nous parler de micro-planification, nous parler de macro-planification. Tout un ensemble de discussions franches et loyales pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables d'arriver à mettre le système éducatif là à un autre niveau, pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables de mettre le système éducatif là sur le cap de la modernité. Beaucoup de points ont été vraiment discutés, des points intéressants pour le bien-être de nos écoles. Comment la collaboration est toujours couronnée de succès. Comment chaque monde doit mettre en patte là pour être capable d'apporter plus-value ça qui est tant attendu au système éducatif. Donc la question de présentation, discussion, rôle potentiel des DDE, quel est dans l'idéal le rôle d'un acteur déconcentré comme la DDE, quels sont les défis que rencontrent les DDE, expérience et leçons internationales. Ce sont tous ces genres de points-là qui ont été introduits sur les tapis au fin de voir comment avancer sur le chemin du progrès et permettre à ce système éducatif là capable de générer, capable de bailler naissance à des diplômés ayant des compétences transversales qui sont capables de vivre dans une société de savoir, tel que savoir-faire et savoir-devenir, savoir-agir. Nous connaissons la situation et les gens qui vivent avec handicap, spécialement les gens dans la question d'éducation. En fait, c'est ça que nous avons élaboré le projet ça, pour nous être capables en fait, de faire mener des actions de plaidoyer auprès de l'État haïtien, en particulier le ministère de l'Éducation nationale, pour capable prendre des mesures nécessaires, des mesures pour garantir l'accès à l'éducation de les gens qui vivent avec handicap, pour être capable en fait gagner même chance avec tout l'autre monde.
Nous pensons que l'éducation inclusive là, son bagage qui est vraiment important dans le système éducatif. Parce que nous capables de constater quand il y a des gens qui vivent avec handicap qui ont peu de difficultés pour avoir accès à l'éducation. Il y a des gens qui ont une déficience physique, il n'y a pas aucune raison pour évoluer dans une structure à part. Il doit être capable d'évoluer dans le même espace avec tout le monde. Or, nous connaissons pour ça capable de faire et que faut gagner de bagailles que le ministère là mettait en place pour nous capables d'arriver à l'inclusion tout bon vrai. De nos jours, tout le monde a parlé de inclusion, certes inclusion scolaire, mais il y a un ensemble d'activités, un ensemble d'actions qui peut poser pour que nous soyons capables d'arriver tout bon vrai, atterrir tout bon vrai à une éducation inclusive en fait dans le pays. Nous connaissons que et formation professionnelle sont des qui vraiment très très important. Nous avons demandé aujourd'hui à profiter de micro ça pour nous demander les responsables dans le pays, le ministère de l'Éducation nationale, pour en fait adapter module en éducation spéciale que le secteur a déjà en fait élaboré avec d'autres partenaires pour faire des ateliers, pour recueillir des propositions, pour être capable d'adapter ce module, pour être capable d'inclure dans le la formation maître, pour être capable de outils, pour être capable en fait répondre à besoins spécifiques chaque monde, spécialement les gens qui vivent avec handicap. Nous là avec l'ANIF, qui c'est Réseau national des associations de personnes handicapées, qui a présenté une pétition pour éducation inclusive. Donc, il va présenter une pétition qui devant. Donc, éducation inclusive, là, nous-mêmes, dans DRF, nous trouvons que son bagage qui est important, son bagage qui est primordial. Le roi construire une société, ou voulez construire une société qui est égalitaire, qui n'a pas deux forces côtés. Premier côté pour ça commencer, c'est l'éducation. Pas qu'à gagner, même si nous dit l'école à deux vitesses, l'école pour les riches, l'école pour les pauvres, pas qu'à gagner ça dans le pays. Il faut qu'on gagne une seule école, l'école qui est inclusive et qui tenu compte de droits tout le monde, incluant le monde qui est handicapé. Éducation inclusive, là, c'est fondement même en société qui est égalitaire, c'est fondement même en société qui est inclusive. Et ou gagne pile avantage dans la société, là où investir dans l'éducation inclusive. Éducation inclusive, là, c'est côté que y a un petit monde qui est handicapé, y a un jeune qui est handicapé, y a un grand monde qui est handicapé capable de joindre accès avec même qualité d'éducation que l'autre monde. Le conseil, il y a un avantage pour lui parce que il est capable d'interagir, il est capable de créer des liens sociaux, il socialiser avec des gens qui ne sont pas handicapés. Et il est important tout pour les gens qui ne sont pas handicapés parce que ils sont capables d'apprécier la diversité, ils sont capables d'apprécier la différence et ils vivent avec lui. Pas qu'à demander pour une société inclusive si dans l'école, les gens jeunes n'ont pas gagné opportunité pour interagir avec des gens qui sont handicapés. Puis demander c'est leur dehors, c'est le ça pour demander pour accepter ça. Donc ça commence dans l'école. Et là, on parle de société inclusive. C'est pas un bagage que n'a demandé comme ça, c'est un droit que lié. C'est un droit que lié parce que li en dans convention sous droit mon handicapé que Haïti lui-même li ratifié. Li en dans loi pour intégration mon handicapé. Pour faire voter Fonds national pour éducation, tout le monde parlait de Fonds national pour éducation, c'est un fonds qui est là pour financer l'éducation. Et grâce avec plaidoyer que un pile association mon handicapé était fait, il y a un changement, il y a un amendement qui était fait dans la loi ça avant vote final là côté que yo pas de pensée, yo pas inclus monde qui handicapé. Donc après lobby, après plaidoyer, donc yo tenu compte de éducation monde qui handicapé. Il y a une loi sur accessibilité en tout. Accessibilité en un rapport avec éducation inclusive parce qu'on pas qu'à parler de éducation inclusive pour bâtiment côté que ti moun yo a venir, côté que jeune, côté que universitaire yo que li pas accessible à de monde qui handicapé ou en chaise roulante et pour pas qu'à rentrer dans l'école. Ou besoin à l'école et pour pas qu'à joindre un transport qui est accessible. Donc ou ka une belle école avec professeurs qui formés, si toutes conditions ça yo pas réunies, c'est comme si ou pas fait rien. Donc je dis nous là parce que nous estimons que l'éducation inclusive là li concerner société en général. C'est pas parce que vous sont monde qui handicapé, c'est pas parce que vous connaissez monde qui handicapé, c'est pas parce que vous travaillez dans droits humains, c'est juste parce que ou là dans société et ou pas qu'à accepter pour gagner de monde qui même genre avec vous, humain qui même genre avec vous, pas capable gagner accès avec de mêmes opportunités au niveau éducation. Il pas normal, journée aujourd'hui en 2018 que ou gagne yon l'école pour monde qui handicapé et puis yon l'école pour monde qui pas handicapé.
frontières est présente, active en Haïti depuis 2005. Donc, on a eu différents projets, différentes initiatives, mais aujourd'hui, celle qui nous réunit ici à Port-au-Prince, c'est la coalition Ensemble contre la corruption, qui a été récemment créée, notamment dans la foulée de l'affaire Petro-Caribé. Ce sont des organisations haïtiennes qui ont décidé de passer à l'action et de se regrouper, donc parce que l'union fait la force, pour parler de corruption et développer des solutions pour lutter contre la corruption. Avocats sans frontières, donc, appuie cette coalition. Bien, actuellement, c'est un sujet évidemment qui occupe beaucoup l'actualité en Haïti. Le peuple haïtien est extrêmement préoccupé et est sorti dans la rue d'ailleurs pour demander la vérité, demander la justice dans l'affaire Petro-Caribé. Mais l'affaire Petro-Caribé se place dans un contexte beaucoup plus vaste, beaucoup plus large de lutte généralisée à la corruption qui est nécessaire en Haïti, comme elle est nécessaire partout dans le monde. Alors nous, on a placé cette préoccupation-là au cœur du projet que nous mettons en œuvre actuellement en Haïti, qui est un projet de 5 ans. Et donc, pour nous, la lutte à la corruption, c'est nécessaire parce que la corruption, c'est une atteinte à l'État de droit, c'est une atteinte à tous les autres droits humains de la population haïtienne. Le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit à l'éducation, tous les autres droits ne peuvent se réaliser pleinement que lorsqu'il y a un véritable État de droit et lorsque, notamment, on lutte contre la corruption et contre l'impunité. Nous sommes là comme des gens qui peuvent permettre la passation des meilleures pratiques, des leçons apprises de plusieurs contextes au contexte haïtien. Et que d'ailleurs aussi, que dans d'autres contextes, on apprenne de l'expérience haïtienne. Donc, vous savez, actuellement, des scandales de cette ampleur-là et des difficultés de corruption, là, il y en a dans beaucoup de pays dans le monde, notamment chez les voisins latino-américains, mais aussi en Europe et également au Canada et au Québec, où on a dû faire face à nos propres démons, parce qu'il y a eu des problèmes de corruption, donc il a fallu qu'on développe des mécanismes, des commissions d'enquête, des poursuites pénales, et c'est la même chose en Amérique latine. Et l'idée, c'est de voir quelles sont les réussites, quels sont les échecs, qu'est-ce qu'on a fait de mieux et qu'est-ce qui peut se partager, donc, sur le plan international avec Haïti pour qu'on développe des solutions haïtiennes à une problématique haïtienne dans un contexte haïtien.